C'est parti. Bonsoir à tous et bienvenue à cette énième soirée Zoom d'entrevue. Nous ne les comptons plus, la 5, 6, 7e peut-être. Nous sommes ravis d'accueillir pas une revue, peut-être pour une fois. En fait, bon, vous êtes ici à Entrevue, nous travaillons sur les revues francophones vivantes ou autant que possible, notamment par la publication de la revue des revues en petit derrière moi, l'organisation du salon de la revue, et sur notre site, vous pourrez trouver tous les renseignements pour le prochain en octobre 2021. Nous sommes sûrs de pouvoir le faire et dont les inscriptions viennent de commencer. Mais ce soir, nous n'allons pas parler de revues francophones vivantes, ou peu s'en faut. Nous allons parler du travail conduit à l'INHA. L'INHA que nous connaissons pour la publication notamment de la magnifique revue Perspective, mais il ne s'agit même pas de cela, mais du travail accompli depuis 2015 par Zaya Rahmani à propos de périodiques culturels qui ont donné lieu au travail d'une base de données, mais également d'une installation vidéo, Sismographie des luttes, une installation qui est itinérante et qui par ailleurs a donné lieu tout récemment à une publication par une maison d'édition que nous connaissons, qui a une longue histoire, une histoire qui a commencé par les revues, la publication de revues, et au gré de ces transformations, elle ne publie pas de revues en ce moment, mais publie des reprints, notamment de documents tout récemment, de la magnifique revue Negro, par exemple, et donc la publication de 2 importants volumes à partir de cette installation Sismographie des luttes, par donc cette maison d'édition Nouvelles Éditions Place, menée par Cyril Zola-Place. Vous allez l'entendre converser avec Zaya Rahmani, écrivaine qui est chercheuse donc à l'INHA, qui vient d'obtenir d'ailleurs le prestigieux prix Albertine Book Prize. Et cette conversation sera par ailleurs, comment dire Zoé Karl de la revue Vacarme, peut-être menée, rythmée, je vous laisse en décider et passe la parole à Cyril Zola-Place. Bonne soirée à tous et vous pourrez faire savoir qu'elle sera par ailleurs accessible sur notre chaîne YouTube. Bonne soirée à tous et à toi Cyril la parole. Merci Yannick, bonsoir à tous. Oui, donc rapidement, bon, d'abord un grand bravo à ce programme de recherche mené au sein de l'INHA par Zahia Rahmani, commencé en 2015, qui a donné lieu aussi à un colloque en 2017. Moi, à cette époque-là, je n'avais pas eu connaissance de la présentation de ce colloque et de la présentation de cette installation. C'est en fait à Dakar en 2018 où je me suis rendu avec Sarah Friou-Salgas pour présenter la réédition en fac-similé avec un appareil critique de cet ouvrage, ce collage édité par Nancy Cunard en 1934. Et à Dakar, Sarah me dit il faut absolument que tu ailles voir au Raw Center. Il y a une installation sur un travail lié aux revues magnifique. Je m'y suis rendu et j'ai été plongé au cœur de cette matière absolument magique, de cette installation réalisée à partir de plusieurs années de recherche qui mettent en scène, mettent en lumière je crois, donc dans l'installation, il y a 800 revues qui sont travaillées sur un corpus aujourd'hui recensé par ce programme de recherche qui, je crois, est autour de 1000 revues. Et quand je me suis retrouvé au cœur de cette installation, hein, qui est une espèce de triptyque où il y a donc des projections sur deux murs de couverture et en même temps de pages d'intérieur de ces revues non européennes, pour certaines produites hors d'Europe, pour d'autres en Europe,
par des exilés ou des personnes en diaspora. Et troisième projection avec des manifestes, des extraits de manifestes et une bande son avec un peu de musique, mais aussi des voix, de militants, de résistants. Et quand je suis sorti de cette installation qui dure à peu près 1 heure, j'ai été vraiment complètement bouleversé par cette matière. Et matière qui est très dense, mais hautement sensible aussi, en tout cas la manière dont Zaya a réussi à mettre en scène dans l'espace tout ce travail de recensement. J'ai eu tout de suite envie de faire un livre qui actualiserait toute cette matière dans l'espace d'un livre. Zaya était là, je lui en ai tout de suite parlé, et puis on avait beaucoup échangé, et puis bon, le temps a passé, et d'abord rien ne s'est passé, et puis mars 2019, j'ai été contacté par l'INHA pour coéditer une série de textes, de contributions qui avaient été produits dans le cadre d'un colloque qui avait lieu à l'INHA autour de ce travail de recensement. Donc on m'a envoyé plusieurs contributions, j'ai évidemment tout de suite accepté et à la fois très honoré de pouvoir un petit peu participer à la marge à ce programme. Mais tout de suite, j'ai proposé le livre que j'avais imaginé sans savoir quelle forme il allait prendre autour ou avec cette installation. Ma proposition a été acceptée et donc deux ouvrages sont nés. Le premier, donc, qui serait un peu donc, cette actualisation du travail de l'installation de Zaya dans l'espace du livre, qu'on a appelé Épicentre. Et puis le deuxième volume, donc, qui rassemble toutes ces contributions qui sont regroupées sur 5 axes avec des nœuds qui font le focus sur quelques grandes figures comme Tagore, Chihuahua, et voilà, et donc on a fait ce travail donc avec toute l'équipe éditoriale de l'INHA, dirigée par Zaya, et donc ces deux livres, en tout cas pour moi et pour les nouvelles éditions Place, sont en fait, sans vraiment le savoir, en fait, est appelé vraiment pour moi à rééclairer ou en tout cas repenser l'ensemble aussi de la politique éditoriale de la maison. Donc, je vais laisser la parole à Zaya et à Zoé qui vont aller plus en profondeur dans cette magnifique matière, sachant que le programme de recherche mené par Zaya, initié et mené par Zaya, a en fait donné naissance à 3 choses, et ces 2 ouvrages sont en fait on peut dire le dernier volet d'un triptyque. Le premier étant l'installation créée par Zaya, et le deuxième, un magnifique portail des revues qui est accessible, qui est en ligne, et qui recense de manière extrêmement graphique et extrêmement fluide toute cette matière, avec à la fois pour chaque revue des fiches bibliographiques très documentées, et surtout font un état des lieux des endroits où sont accessibles et où sont conservées ces revues. Pour certaines, elles sont numérisées et accessibles en ligne. Pour d'autres, les bibliothèques à travers le monde où elles sont conservées. Voilà. Merci encore, Zaya.
Eh bien, je vais peut-être dire déjà à quel point je suis heureuse et honorée d'être ce soir pour discuter avec Zaya de ce très beau projet, ce magnifique projet qui est absolument extraordinaire par son ampleur, à la fois par la masse de données en fait que Zaya a réussi à accumuler, et puis aussi par l'ambition intellectuelle dont il est porteur. Et donc, comme disait Cyril, je vais peut-être moins parler de l'édition de ces deux livres par les éditions de La Place et par l'INHA, que peut-être plus entrer dans la matière dont il est constitué et qui est une matière pléthorique, donc qu'on ne va pas épuiser ce soir, mais qui sera peut-être voilà, un avant-goût de ce que vous pourrez retrouver à la fois sur le site et puis dans les livres Sismographie des luttes, répliques et épicentres. Alors, ma première question est toute simple. Je voudrais juste, Zaya, que tu reviennes sur la genèse du projet de recherche. Comment est-ce que tu as rassemblé cette immense base de données dans ton travail à l'INHA? Et voilà, quelle est l'aventure intellectuelle qui t'a mené à ça? Ah, on t'entend pas par contre. Je vous remercie infiniment tous les deux, hein, à la fois Cyril pour ton introduction et toi Zoé pour toute ta grâce, quoi. Je te remercie infiniment aussi et la manière dont tu veux faire qu'on ait cette parole. Mais d'abord, j'aimerais dire un mot, et c'est un oubli involontaire de Cyril, mais ce livre, sans Delphine Vanesse et sans Katia Bienvenue à l'INHA, il n'aurait jamais été ce qu'il a été. Donc, je veux les remercier infiniment de la liberté que j'ai eue et de la compétence incroyable qu'il y avait derrière moi, parce que je l'ai fait aussi à un moment, en des conditions où j'ai été malade et j'ai été hospitalisée et les choses ont continué à fonctionner. Et vraiment, je leur dois, voilà, je tiens à le dire, des remerciements infinis d'avoir pu porter ce projet comme elles l'ont fait. Ensuite, la question qui est posée, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment ou à un autre, dans l'histoire d'un individu comme moi, né en Afrique du Nord, travaillant dans un institut comme l'Institut national d'histoire de l'art, on soit amené à vouloir travailler sur un tel objet, c'est-à-dire ouais, une masse, quoi. Pourquoi à un moment on dit 1000? Voilà, 1000 revues. Bon, d'abord, parce qu'on dit 1000, parce qu'il y a quelque chose qui finit par vous trotter dans la tête, qui est de se dire, et c'est pas possible, chaque fois qu'on a des anthologies dédiées aux revues, on finit toujours par tomber sur les mêmes. Ça, c'est une des premières choses. Et donc, il y a un problème, c'est que les mêmes, c'est toujours un lien entre le monde européen et puis l'Amérique, quoi, en gros. Il y avait aussi une autre raison, c'est qu'à l'Institut national d'histoire de l'art avait été engagé depuis le début, depuis l'origine du lieu où je travaille et que j'aime, où j'ai une grande liberté. Il y a eu un certain nombre de travaux qui ont été effectués sur les revues. De mon côté, j'ai travaillé avec un premier temps, on a réfléchi, j'ai été voir la revue Third Text au siège Rachid Aran, et une journée d'études a été consacrée à sa revue Third Text en 2006. Mais il y a eu aussi cette journée qu'on avait montée avec Alain Ménil et Patricia Falguière en 2007, en la présence d'Édouard Glissant et avec Édouard Glissant, sur son travail littéraire, critique et artistique. Et Édouard avait beaucoup insisté. Bon, alors Patricia me disait il y a peu que c'était plutôt Alain qui avait inauguré cette réflexion-là, c'est-à-dire le rôle fondamental de la revue dans la constitution de son écriture littéraire. Voilà, c'est resté là. Et puis, quelque chose me dit... ça va pas trop. Et puis, il y a eu aussi un certain nombre de travaux qui ont été menés à l'INHA sur les revues. Le travail exemplaire qu'a mené Anne Lafont sur les revues de langue française, et qui, en fait, elle a fait une base d'ailleurs, hein, les ressources sont accessibles, 100 revues de langue française, qui elle aussi, d'une certaine manière, emprunte à notre institution dans laquelle on travaillait, l'Institut national d'histoire de l'art, un enjeu épistémologique très très spécifique, c'est-à-dire que derrière, il faut penser l'objet artistique, la question de l'art. Bon. Mais il s'avère en fait que si on est aussi capable de réfléchir avec les objets d'Éric Michaud, on se rend bien compte que ce terme, cette terminologie, elle a participé aussi d'un certain nationalisme et d'une certaine identité. Elle a été, d'une certaine manière aussi, cette science de l'art assez coercitive concernant d'autres populations du monde. Voilà. Donc, c'est né d'une idée très simple, un jeu qui était de se dire et si on abandonnait le terme d'art et on prenait en échange le mot culture,
ou critique, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer, en remontant le temps, de regarder qui a produit finalement des revues? Et c'était assez empirique comme projet, puisqu'on est parti, j'ai fait une nomenclature de mots, j'ai pris un certain nombre de mots pour border le projet, des mots que j'empruntais à des revues, évidemment. Et puis, nous avons construit un programme autour de 4 journées d'études, mais on a remonté le temps, en fait. Nous sommes partis de l'ici et maintenant pour essayer de voir jusqu'où, d'une certaine manière. Parce que moi, bon, l'idée, la revue des Deux Mondes, 1830, cette petite période un peu comme ça, qui est très charnière, hein, 1830-1831, c'est à la fois la conquête de l'Algérie, mais c'est le moment où on éclate la Polynésie en plusieurs entités culturelles. Et on fonde une identité qui serait le mélanésien, par exemple. Et donc, on va vite comprendre que là aussi, tout ce qui tourne autour des théories de la race sont très, très présentes dans cette période. Et la revue des Deux Mondes, à sa manière, elle participe aussi d'une sorte de classification des individus et de leur identité. Nous, on est parti d'une idée très simple qui était de remonter le temps. Et donc, en regardant sur 2 années, quelles étaient les personnes qui avaient des compétences à travers le monde pour parler de ces revues, qu'on a pointé au fur et à mesure. Alors, comment ça s'est passé? À l'Institut national d'histoire de l'art, j'ai déposé un projet, c'est passé dans ce qu'on appelle un comité scientifique, on a eu un peu d'argent, et puis on a pu intégrer une personne qui avait en charge le recensement de ces corpus, et puis ensuite, on a fait appel à une quarantaine de chercheurs qui, dans le monde, travaillent sur des revues. Voilà, on a eu un peu les moyens de les faire venir. On a étalé ce projet sur 2 ans. Et ensuite, il y a eu un colloque international. Et c'est comme ça qu'en fait, nous sommes allés de maintenant, ensuite de l'entre-deux-guerres. Alors, la chronologie, elle ressemblerait plutôt à ce qui seraient les événements propres au monde européen. Mais il est vrai qu'on s'est un peu calé sur l'entre-deux-guerres, la période 1870-1914. Et puis, on est remonté à un 4e moment qui est le moment en fait haïtien et le moment aussi où on a rencontré les travaux de Rachel Danon, cette professeure de lettres et de langue qui enseigne à Coulibaly en Côte d'Ivoire et qui est vraiment devenue une des spécialistes aussi des gazettes et des productions critiques et littéraires portées par ce qu'on appelle les praticiens du marronnage au XVIIIe siècle. Donc en fait, voilà, c'est comme ça que c'est venu et en tout finalement, on s'est retrouvé qu'une quarantaine de spécialistes qui avaient des compétences sur les revues. Et étonnamment, j'étais partie d'une idée très simple, un peu arbitraire, qui était de se demander s'il était possible de regarder les productions revuistiques non européennes. Ça, c'était une des premières contraintes, non européennes ou diasporiques, pour vérifier s'il y avait une différence majeure. Et laquelle? Voilà. Alors, je la connais maintenant, la différence majeure. Voilà. Oui, tu utilises un terme dans tes introductions, dans la plupart de tes textes, qui est le terme de contre-champ par rapport aux revues européennes. Qu'est-ce que ce site... Enfin, on dit souvent que tu l'as cité tout à l'heure, la revue des Deux Mondes est la première des revues, mais ce que montre ton travail, c'est que c'est tout l'inverse et que c'est dans ce contre-champ, en fait, que s'élabore aussi cet outil-là. Qu'est-ce que ça veut dire donc de pratiquer un contre-champ, de faire peut-être une contre-archive? Alors, le contre-champ, c'est un peu arbitraire, mais c'est très intéressant parce que ça te permet, par exemple, d'identifier, mais sans le vouloir au départ, des zones géographiques. Bon, par exemple, quand tu dis non européen, tu prends l'Europe, mais tu sais aussi que quand même, ce qui se distinguerait et qui serait proche de l'Europe, c'est Occident. Donc tu dis, il y a un monde occidental, et puis on va regarder un ailleurs. Ce qui est phénoménal, si on regarde le 19e siècle pour partie, et surtout dans la période 1830-1890, là, on est vraiment dans une situation incroyable. 7 ou 8 pays détiennent le monde. Et les revues, elles sont très claires, hein. Toutes les îles sont contaminées par la colonisation. Tous les océans le sont. Voilà. Alors, quand je dis colonisation, ça veut dire aussi que même dans des zones géographiques comme ce que l'on nomme l'Amérique latine, le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay, le Chili, se pose la question fondamentale de comment coexister et exister avec les populations autochtones. Parce qu'il y a un effet de colonisation quand même. Donc, ce qui nous a intéressé dans ces travaux, c'est de regarder finalement quelle production culturelle peut émerger d'une telle condition. Puisque moi, je suis dans un institut qui est l'Institut national d'histoire de l'art. Donc, c'est très intéressant de se poser la question de quelle production artistique? Et y en a-t-il une? Et laquelle? Et pourquoi il n'y en aurait pas?
et pourquoi il n'y en a pas. Et pourquoi il y en a une, mais ce n'est pas celle qu'on pense, nous, pouvoir distinguer. Donc, ce qui a été passionnant aussi, et qui a été pour moi on s'est arrêté à 1000. Voilà, on s'est arrêté à 1000. Mais c'était une manière de dire, il y a une masse là qu'il va falloir un peu regarder quand même, parce qu'on ne la regardait jamais. Mais on aurait pu tout à fait aller jusqu'à 1500 et pourquoi pas 2000. En plus, il s'avère qu'un grand nombre de ces revues, celles du 19e pour partie, ont disparu parce qu'on n'y a pas prêté attention. Mais ce qui est magnifique en ce moment, c'est qu'il y a une volonté de préservation. On le voit, on reçoit d'ailleurs des informations qui émanent de librairies anglaises, sud-américaines et autres, où des gens retrouvent des corpus. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec une revue pédagogique indienne aux États-Unis, qui était en fait active à la fin du 19e et qui a été retrouvée à la librairie du Congrès récemment, et pour laquelle il y a eu un travail de fait à l'INHA sur cette revue. Mais voilà, moi, ce que j'ai trouvé de renversant dans ce que j'ai touché et dans ce qu'on a tous touché finalement, c'est qu'en fait, quand on a tous ces objets entre les mains et qu'on les a bordés comme revues critiques et culturelles, d'abord, c'est l'arrière-plan émancipateur qu'il y a derrière. C'est phénoménal comme ces gens qui ont été saisis par l'esclavage, la coercition, l'impossibilité de se conduire, de se porter communément ensemble, comment ces gens, pris dans cette nasse, réinventent le politique face en fait à des sociétés européennes extrêmement engoncées fondamentalement, dans des normes religieuses qui sont très présentes et qu'on veut appliquer aux populations locales. Et d'une, je pense que c'est avant-coureur de tous les courants révolutionnaires de la fin du XVIIIe, ça j'en suis maintenant convaincu. Et du point de vue des mœurs, là aussi, c'est incroyable comme on passe son temps à écrire des sortes de lexiques au 19e pour essayer d'apprendre à ces bons sauvages comment se comporter. En fait, fondamentalement, évidemment, c'est un peu comme disent les femmes japonaises de Seito. Bon, voilà, on n'a pas envie de ce modèle européen nécessairement dans ces régions du monde, mais c'est bouleversant de réaliser à quel point, dans des conditions aussi violentes, aussi dures d'existence, ces gens ont dû apprendre la langue anglaise, la langue française, la langue allemande, des langues qui n'étaient pas leur langue, pour pouvoir dire dans ces langues leurs désirs et puis aussi leurs conditions. Et dans le même temps, ce qui est passionnant, c'est qu'ont émergé aussi des écritures qui étaient des écritures de ces peuples-là et leur langue. Donc on a aussi découvert petit à petit un grand nombre de revues qui ont été produites par des populations en Polynésie dans leur langue elle-même. Mais ce n'est pas venu tout de suite, mais si on regarde les premières revues aborigènes, ils écrivent en anglais. Voilà. Et pareil pour les Maoris, pareil pour les Fidji, bon, c'est pareil en Amérique latine. Les revues produites en Afrique arrivent plus tard, mais pas les revues produites par des Africains américains, mais les revues en Afrique arrivent un peu plus tard. Sauf celles qui vont être produites autour de 1830, 31, 32, quand commence à émerger l'idée que finalement, ces esclaves américains, ces esclaves africains-américains, pourraient peut-être avoir un territoire à eux en Afrique. Donc, il y a tout ce projet d'essayer de créer des communautés qui s'établiraient. Alors, parfois, ça part de bonne volonté, parfois, ça part de volonté un peu raciste. Voilà. Bon, mais là, il y a des revues, il y en a quelques-unes qu'on a trouvées très tardivement, qui ont été produites sur le continent africain. Voilà. Et sur cette question-là de l'horizon révolutionnaire, émancipateur du corpus, il est vraiment massif. C'est vraiment extraordinaire en fait quand on parcourt les textes de voir ça. Tu citais les femmes japonaises, par exemple, le fait de revisibiliser ce mouvement anarchiste du début du siècle au Japon, c'est magnifique. Et je voulais juste commenter le très très beau titre de l'ensemble du projet, Sismographie des luttes. Je trouve que c'est un titre vraiment génial qui dit à la fois la fragilité de l'outil qui est la revue et son rôle à la fois de garder trace de ces mouvements qu'on ne voit plus en fait, où il y a une forme d'invisibilisation, soit parce que ce sont des écritures sous contrainte colonisées, soit parce qu'aussi ce sont des histoires de certains pays, je pense aux anarchistes japonaises par exemple, qui sont complètement effacées en fait, du récit national aussi, in fine. Et donc cette double dimension-là voilà, des luttes et de leur représentation
je trouve, qui existe dans ce titre en faisant droit justement à cette représentation un peu du mineur. C'est tout à fait beau, mais j'ai une question en fait un peu précise, c'est-à-dire quand tu as construit cette base de données, est-ce que la dimension critique, elle était prioritaire? Est-ce que, à l'inverse, tu as pu écarter des revues qui n'étaient pas dans cette perspective-là émancipatrice, ou ça ne s'est pas posé comme question? Alors, je vais répondre à deux questions d'une certaine manière. Sismographie des luttes, le terme est venu au moment où on a construit en fait l'exposition. Le programme de recherche ne s'appelait pas sismographie. C'est au moment où, avec Thierry Crombet, on a commencé à aligner les images. Le titre est venu en même temps qu'on pensait cet objet. C'est au moment où, avec Thierry Crombet, qui a fait le montage avec moi, qui est un graphiste et un ami, on s'est vite rendu compte qu'il y avait un effet sismographique. Et puis surtout, au départ, moi, je réfléchissais en termes géographiques. Et je me suis rendu compte qu'il fallait réfléchir et penser ces choses-là dans la temporalité, en fait. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a des effets de relation Amérique latine-Asie. Et donc, on a finalement, en travaillant avec Thierry, je ne sais pas si ça a été fait avant ou dans le même temps, je ne sais plus, mais les images étaient alignées et s'est imposée la chronologie. Et c'est en montant les images que s'est imposé l'aspect sismique, en fait. Sinon, ça s'appelait un répertoire ou je ne sais plus. Mais pourquoi un outil audiovisuel? Il a été pensé en même temps que le projet de base de données. Parce que l'outil audiovisuel, vous avez trois petites disquettes. En plus, c'était lié à une contrainte, parce qu'Alien Achat m'avait dit que c'était fini les expos, il ne fallait plus faire d'expos. Moi, je suis une tête de mule. On m'a dit qu'il ne faut plus faire d'expos. Hein. Et donc, je me suis dit, avec trois petites disquettes, et c'est vraiment ce qui s'est passé quand on s'est vu avec Cyril à Dakar. Et je remercie infiniment Koyoku, la directrice de Raw Material Company, qui a été la première à me montrer cette œuvre-là. Nous sommes allés avec trois disquettes, en fait. On avait trois clés, trois clés USB. Avec Thierry, on a été monter cette pièce avec ces clés USB. Et ça nous plaisait beaucoup aussi de pouvoir fabriquer un objet qui vaut pas grand-chose et qui est gratuit et qu'on peut montrer partout. On l'a montré en Colombie, on l'a montré à Dakar récemment, au Bangladesh. Donc, il y avait cette idée aussi que les populations qui sont concernées par ces corpus participent d'une humanité, parce que quand on montre, il y a 900 documents dans l'installation, dans cette projection, il y a à peu près 900 documents. Chacun est posé sur 24 secondes et puis circulent aussi des extraits de manifestes. Voilà. Mais je me suis peut-être perdue là dans mon explication, mais je voulais juste dire que il y avait une sorte de, comment dire, oui, on l'a bâti avec une sorte de contrainte et parce qu'on s'est imposé des règles, hein, revue critique et culturelle, avec un statement. Le principe était qu'une revue, c'est quelque chose qui s'énonce avec une ambition, donc elles ont toutes un statement. Et surtout, il y avait cette idée très simple qui était qu'il fallait que ça puisse être rendu aux populations concernées. D'où, dans le même temps, la base de données des 1000 revues en accès libre. Évidemment, nous, on n'a pas pu les numériser, mais on a pu contractualiser avec un grand nombre de bibliothèques dans le monde qui les mettent à disposition. Sachant que de plus en plus, le système numérique mondialisé fait qu'il y aura un langage commun, et ce qui fait que si vous êtes en Australie ou en Amérique latine, les documents seront numérisés et accessibles sans devoir passer par des logiciels différents. Mais il s'avère qu'il y en a à peu près maintenant sur la base 600, 700 qui, elles, sont présentes parmi celles qu'on a sélectionnées, parce que d'autres, évidemment, n'ont pas été sélectionnées, mais on peut les trouver. Et ça, c'est formidable, parce qu'il y a tout un courant qui tend à vouloir privatiser ces documents, et en fait, c'est quand même notre humanité à nous dans ces luttes, et ces documents, pour partie, appartiennent à des populations, du point de vue de l'histoire en tous les cas, qui n'avaient quasiment pas de moyens de les protéger. Voilà. Et puis ensuite, juste une petite chose par rapport aux bibliothèques. Généralement, les bibliothèques coloniales, en fait, elles sont pleines de bouquins, mais elles sont vides de tout ce qui fait justement ces territoires. Et même si de nombreux ouvrages étaient déjà conservés, ils étaient invisibles. Et là, ce portail, le travail que vous avez fait avec ce portail des revues, tout d'un coup, ça rend visible, ou en tout cas, ça rend accessible. Et cette bibliothèque, ou ces bibliothèques coloniales, ou ces bibliothèques institutionnelles, tout d'un coup, se remplissent
se remplissent de toutes ces traces. Et c'est assez impressionnant. Et on le ressent dans l'installation aussi. Oui, d'autant que c'est un véritable outil, c'est-à-dire que c'est certes, ça regarde vers notre passé, mais c'est quelque chose que effectivement tu redonnes et que tu ancres dans le présent, et ça n'est pas un geste anodin de faire ça dans une institution comme l'INHA, justement, et puis aussi dans un contexte, comme tu disais, où il y a des formes de prédation en fait sur ces objets culturels-là. Et on a cité à plusieurs reprises, mais je te laisse peut-être développer le cas de Harvard qui peut acheter des revues. Donc le fait de les redonner, c'est pas rien, quoi. C'est un geste intellectuel et politique en même temps. Alors, moi, j'aimerais dire, c'est vrai que Cyril a dit un mot tout à l'heure, mais moi, j'ai été impressionnée par le très beau travail qu'avait présenté Sarah Friou-Salgas sur la revue Présence africaine à Dakar. J'étais à Dakar, dans l'université Cheikh Anta Diop, quand j'ai vu l'expo à l'intérieur. J'ai été fascinée par la curiosité, euh, euh, l'intérêt des étudiants de la bibliothèque pour cette magnifique exposition qui était faite de papier. C'était magnifique. Et puis, d'une certaine manière, Sarah avait déjà fait une sorte de généalogie puissante de la production ruistique africaine ou, dirions-nous, afro-américaine. Et à chaque temps, voilà, ça m'a bouleversée quand ensuite, quand j'ai fait Sismo, que le premier lieu où elle a pu être présentée après Paris, c'était à Dakar, à cet endroit. Et pourquoi je dis ça? Parce que j'avais été impressionnée par la manière dont les jeunes étudiants, dans le livre d'or, écrivaient cette chose. Nous n'étions pas au courant de cette histoire. C'est notre histoire, nous ne la connaissions pas. Parce que aussi, tous ces documents n'étaient pas présents à l'intérieur même de cette bibliothèque. La plupart de ces corpus sont dans des bibliothèques européennes ou américaines. Alors, heureusement, aujourd'hui, il y a des chartes qui permettent que tout cela soit accessible pour tous. Après, il faut fabriquer les autoroutes pour les trouver. Parce que le problème, c'est que nos systèmes de classification, et c'est le cas de la France avec son système Rameau, ne vous permet pas d'accéder aux objets. Parce que le système de classification de nos bibliothèques, ce n'est pas le même que celui de la LCC ou celle du Congrès, il est aussi habité par un arrière-plan épistémologique qui a été formé par la colonisation. Alors, je ne vous donne pas les exemples parce que ça serait fou, ce à quoi on a été confronté pour créer, nous, notre base de données, mais on a dû créer nos propres termes et nos propres sélections, nos propres collections. Voilà, parce que aujourd'hui, si vous voulez accéder, alors vous pouvez tester sur Rameau, peut-être ça a été modifié, mais il faut passer par Antilles-Françaises pour arriver sur Haïti. Vous savez, c'est un système de hiérarchie des valeurs. Mer Caraïbe arrive en 7e ou 8e position, alors que pour nous, la mer Caraïbe est une entité et qu'à l'intérieur de cette mer Caraïbe, on retrouve la Havane, Cuba et autres. Pareil, on a utilisé voilà, on a utilisé la notion de Black Atlantic, le terme de Paul Gilroy, pour essayer d'être au plus proche de ce concept qui est cette traversée, cette marchandisation de l'homme et du corps de l'Africain. Voilà, il y a des termes qui ne sont pas adaptés et qu'il a fallu parfois emprunter au monde anglo-saxon pour pouvoir faire que les gens trouvent les textes, en fait. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons des ouvrages dans nos bibliothèques, mais pour pouvoir accéder à ces ouvrages, il faut un certain type de classification qui n'est pas tout à fait adapté, en fait, à la manière dont on pourrait les utiliser. Juste pour rebondir sur le qualificatif que Zolé a utilisé, elle a utilisé le terme de politique, enfin de la dimension politique de ton travail. Et c'est vrai, en fait, quand on regarde le portail ou l'installation, et ce que j'espère qu'on retrouve aussi dans les deux livres, c'est la dimension poétique au sens de ce qui agit, du poème, de l'action. Et je pense que ce n'est pas anodin que tu es d'un côté évidemment chercheuse, mais tu es aussi écrivain. Et l'écrivain, on va dire le chercheur ou l'historien s'attache au passé et à la mémoire, mais l'écrivain ou le poète, lui, se veut agissant. Et je crois qu'on retrouve tout ça dans les différentes formes comprises dans lesquelles se sont actualisés ce programme de recherche. Et on en discutera peut-être plus tard, mais la question, c'est le présent et c'est l'avenir, c'est-à-dire l'accessibilité à toute cette matière-là peut nourrir
de nouvelles pratiques textuelles ou de peut-être, moi je l'espère, de nouvelles pratiques revistiques. Ouais. Alors moi, pour le présent et le futur, je crois qu'on se doit de toute façon d'honorer des mémoires, surtout celles qui ont été trahies, travesties, malmenées, ça c'est important. Et ce n'est pas du tout dans un souci de vouloir corriger quiconque, c'est pas ça, c'est que ces mémoires, elles nous servent aussi. C'est un peu comme quand on travaille sur le paysage ou la végétation au XVIIIe siècle, on a besoin d'avoir une compétence, un savoir sur cela pour comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui. Voilà, le passé nous sert à penser le présent. Après, fondamentalement, moi, ce qui m'a un peu poussé à faire ça, en fait, c'est très biographique, hein. Moi, j'ai une famille, j'ai des neveux et nièces que j'adore. Voilà, je pars de l'ici et maintenant. Il y a des enfants autour de moi. Et j'ai pas envie que l'avenir qui se dessine devant eux soit tout le temps construit sur une ostracisation de ce qu'a été le continent africain, d'abord avec une sorte de recouvrement, tu vois, le lieu du rien, quoi, alors, ou alors le lieu d'autre chose. Mais bon, pour des raisons X, Y, Z, je dois dire que nos expériences politiques modernes, elles sont le fruit de ce que les populations d'Afrique ont vécu. C'est une vérité à travers l'esclavage. Il y a quelque chose de cette expérience qui est encore aujourd'hui un de ses effets. Quand vous prenez des hommes, des femmes, vous les retirez à leur territoire, à leur famille, à leurs enfants, à leur langue, vous les mettez à coexister avec d'autres personnes sous prétexte que la couleur de la peau est la même, alors que les langues sont différentes. Ils doivent réinventer la société à l'intérieur d'un monde où on les rend, on veut les ensauvager. Et en même temps, ils arrivent à... Enfin, c'est phénoménal la manière dont ces gens ont réussi dans une telle adversité à penser l'émancipation. C'est une vérité. Voilà, on doit, malheureusement, il faut le dire, on doit à ces gens, moi, pour avoir baigné dans ce savoir-là des jours et des jours et des jours, je suis convaincu que c'est à eux que je dois une certaine pensée émancipatrice. Voilà, et je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir, et c'est là où les gens se trompent. Nous ne sommes pas dans la flagellation, l'homme européen était mauvais, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, il est qu'il y a des expériences de vie tellement extrêmes qu'elles nous apprennent des leçons extraordinaires et dont il faut savoir se saisir pour ne pas avoir à recommencer, à repasser par ces expériences. Voilà, c'est ça que je trouve, honnêtement, sur les 1000 revues, c'est vrai qu'il y en a peut-être 500, 600 qui sont consacrées et pour partie, en fait, à la question et de l'esclavage, de l'africaine-américanité, du continent africain, mais même, il y a d'autres croisements qu'on peut faire avec les peuples du Pacifique, voilà, qui se retrouvent eux-mêmes pris dans ce qu'on pourrait appeler une dégradation de ce qu'ils sont. Quoi. Alors qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que leur expérience de la nature, leur expérience de l'environnement, leur expérience de la durée, leur expérience de l'existence commune, eh ben, ce sont aujourd'hui des expériences politiques qui nous manquent fondamentalement et qu'on doit s'approprier. Oui, tout à fait. En fait, quand on regarde, c'est pas uniquement tout ce travail-là et toute cette matière qui a été effacée ou rendue invisible, elle est aussi importante en Occident pour décoloniser la pensée du colonisateur et pour lui redonner une forme de dynamique. Moi, j'ai d'ailleurs une question à ce sujet. Dans quelle mesure, en fait, faire une revue dans un pays sous domination coloniale, en gros, c'est aussi parler la langue de l'Empire, en fait. C'est-à-dire, est-ce que la revue, c'est un format impérial? Quels sont les enjeux de ce point de vue? Ou alors, est-ce que tu as pu trouver aussi dans tes recherches des formats de revue qui étaient un peu différents, qui n'étaient pas calqués sur ce modèle de la revue européenne? La revue, c'est ça qui est passionnant et magnifique. Si on est un peu formaliste, c'est toujours la même forme. C'est incroyable ce que cette chose a produit comme richesse. Mais une revue, en gros, c'est basique. Hein, c'est un petit truc rectangulaire comme ça. Et à l'intérieur, c'est une folie. Maintenant, c'est vrai que ce que dit Edward Said, c'est que dans l'Empire, il n'y a qu'une langue, la langue de l'Empire. Mais à l'intérieur de cette langue de l'Empire, c'est exercé. Alors, certains ont rencontré des alliances, des amis,
des gens qui ont pu faire passer. Par exemple, dans ma base de données, j'ai des revues de type étatique qui sont des revues soutenues par des sociétés, hein, qui veulent faire avancer les populations. Tu as une société pour l'avancement des populations noires des États-Unis, tu as des choses comme ça. Mais dans les faits, elles sont avant-coureurs de quelque chose qui va arriver, qui va autonomiser encore plus les populations. Donc, on a quelques revues qui sont des sortes de revues financées par les États. C'est le cas pour l'Australie, par exemple, hein, par rapport à la condition des aborigènes. Mais dans les faits, elles sont un peu à l'origine de quelque chose qui va prendre forme, qui va être encore plus autonome. Mais quand Edward Said dit dans l'Empire, il n'y a qu'une langue, la langue de l'Empire, ce qu'il voulait dire aussi, c'est que c'est l'Empire qui écrit. Voilà. Là, il se passe une chose, c'est que les Cherokees, par exemple, ils tentent quelque chose aux États-Unis, dire leurs conditions dans la langue américaine. Puis après, ils la diront aussi dans leur langue. Mais ce qui est très fort, hein, ce qui est passionnant, c'est les stratégies qu'ont pu mettre en place ces communautés pour faire passer dans la langue de ceux qui les colonisent quelque chose de leurs conditions. Alors, c'est à la fois humiliant parce que de toute façon, on ne leur reconnaît pas de compétences à parler cette langue correctement, c'est évident, c'est évident. Avant qu'ils intègrent les hautes sphères de la pensée ou de l'académie, ça a été complexe, hein. Moi, j'ai toujours été touchée par le fait que quelqu'un comme Webb Dubois ait fini sa vie au Ghana. La traversée de cet homme est incroyable, quoi, entre les États-Unis et jusque voilà. Et ce qui m'a vraiment, vraiment, vraiment bouleversée, c'est comment il a fallu passer par l'apprentissage de la langue et des concepts de celui qui te colonise pour pouvoir lui retourner comme un gant cette condition. Ça, je trouve ça très fort. J'ai pas vu les anthropologues, bien sûr, apprennent la langue, d'autres langues, hein, évidemment. Mais quand, par exemple, on colonise des territoires où des gens parlent un certain type de langue, c'est intéressant de pouvoir produire des journaux ou des corpus critiques qui pourraient être lus par les populations locales. Ça, c'est pas toujours fait, sauf dans des ambitions politiques qui sont toujours liées à la question coloniale. Juste une petite chose par rapport à ça et la question justement d'utiliser ou non des instruments, des manières de procéder impériales ou en tout cas de ceux qui vous soumettent. Il y a cette magnifique revue, Le Désir libertaire, qui est une revue créée en 1980 par des Irakiens et des Syriens à Paris en exil. Et alors, on imagine le désir libertaire, donc des anarchistes. Et je voudrais juste lire la fin de leur statement, de leur manifeste. S'il est vrai, pour reprendre la formule d'Aragon la Gâteuse, que le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard, il nous semble inquiétant en tant qu'Arabes de ne jamais essayer cet apprentissage, aussi impossible soit-il. S'interdire par référence à l'institution toute tentative d'écriture relève bien plus de la bêtise que de la soumission. En ce sens, être de l'aventure du désir libertaire, c'est d'une façon se permettre de défier l'inertie partisane et répétitive de l'espace reclus qui est le nôtre. Et ça, on pourrait se l'appliquer à nous tous, d'une certaine manière, enfin dans toutes les sociétés. C'est une revue surréaliste arabe. C'est une revue qui prône le surréalisme. Ouais. Elle était en 2 langues, hein, en langue française et en langue arabe. Elle est très belle d'ailleurs, cette revue. Il y a des très belles images à l'intérieur. Voilà. Et elle est consultable, hein, elle est numérisée. Voilà, pour ceux qui nous écoutent, le site est très facile. Hein, c'est sismo.inha.fr. Et le désir libertaire y est, je crois, en lien numérique. Voilà. Voilà. On peut peut-être mettre le lien dans le chat si vous voulez. Ouais. Je le fais. Merci Zoé. Hop, voilà. Et oui, bah, pour revenir oui, sur la dimension peut-être poétique et politique, c'est-à-dire qu'effectivement, ce qui se retrouve dans ton travail, c'est cette double dimension de faire bouger les représentations et cette politique qui n'est pas en fait uniquement le fait de visibiliser ce qui a été invisibilisé, quoi, de remontrer ce qui a été caché, mais aussi par la même occasion de faire bouger les catégories de pensée, les catégories épistémologiques par lesquelles on les pense. Et c'est là où ton projet est extrêmement fort parce que
il y a toute cette dimension de, je vais dire ça un peu grossièrement, mais de data, de visualisation de données, quoi, qui donne aussi sa force en fait, de faire cette cartographie, qui permet aussi d'ailleurs peut-être d'imaginer ce qui se passe sans passer par le centre, quoi, de vraiment provincialiser l'Europe à fond. Mais, Bah là, ma question, c'est un peu... Non, c'est pas une question, c'est un commentaire en fait. Oui, oui. Non, j'ai pas de question. Non, mais c'est vrai qu'en faisant cette cartographie qui est sur la base de données sismo.inha.fr, on a fait une cartographie. C'est vrai qu'il y avait cette idée aussi de ne pas avoir de centre. Il n'y a pas de centre. Il y a juste quelque chose qui est le monde et puis comment circule en fait. Il y a une économie mondialisée qui se met en place très tôt en fait. Toute l'histoire coloniale et l'esclavage ont partie liée avec cette mondialisation de l'économie. Et en fait, ces populations, elles sont aussi enchaînées. Et il s'avère que moi, j'étais très étonnée de voir que les textes de Tagore, ils sont à la fois présents en Chine et à la fois présents en Amérique latine dès les années, enfin très vite, quoi. Tagore, c'est peut-être celui qui a le plus incarné, au-delà de Jean-Paul Sartre, la figure de l'intellectuel engagé à l'échelle planétaire. Il est la voix d'un certain nombre de gens qui ont le sentiment qu'il est nécessaire de penser le devenir d'une communauté culturelle donnée. Voilà. Il en est le chantre et en même temps, il est extrêmement présent, solidaire d'un grand nombre d'attentes de populations qui se sentent lésées quant à leur, je dirais, éthique, culture. Parce que là, on a affaire à une sorte de... avec Tagore, on a affaire à une certaine noblesse aussi de ce qu'est l'homme debout et qui pense, quoi. Et il l'a très bien incarné, voilà. Après, moi, mon souci, il est le suivant, c'est que, d'ailleurs, il est important que ce patrimoine ne disparaisse pas. Donc, c'est bien parce qu'on est vraiment parti, un certain nombre de gens à travers la planète, à soutenir cela. Après, à sauver ce patrimoine. Et puis surtout, il me semble qu'on a des expériences à tirer de l'expérience vécue par ces populations. Voilà. D'ailleurs, pour revenir au titre, quand vous avez fait travailler sur l'installation et que le mot sismographie est venu, il dit aussi beaucoup de choses. C'est-à-dire que ce n'est pas une géographie, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de statique, c'est vraiment, c'est-à-dire que la réapparition ou l'apparition de toute cette matière longtemps invisible, d'une certaine manière, on ne rajoute pas à la bibliothèque des rayonnages ou des pièces. C'est toute l'architecture de la bibliothèque humaine, on va dire, qui est à redéfinir et à reconstruire. Et on le trouve vraiment bien à la fois dans l'installation, à travers le portail. Et bon, c'est pas innocent, à mon avis. Tu parlais tout à l'heure d'Édouard Glissant et la question, enfin la notion archipélique des relations culturelles, du savoir, où il y a en fait, le centre est partout, la marge est au centre, et on raisonne en termes justement de flux et non plus de capital d'une certaine manière. Oui, moi, ce qui m'intéressait, c'est que quand une humanité est frappée, elle réagit. En fait, on nous a leurrés avec cette idée qu'il n'y a pas de réaction, elle réagit. Après, ce qu'on fait de ces réactions, on la fait disparaître ou pas la faire disparaître. Mais fondamentalement, elle se bat, elle ne se laisse pas faire. Ça, c'est une chose. Et ce qui est là en arrière-plan, c'est ça quand même. Ces 1000 revues, c'est quand même quelque chose qui dit l'histoire des luttes des peuples. Ça, c'est une chose. Après, il y avait, comment dire, un souci, comment dire ça, oui, je disais tout à l'heure laisser une empreinte, mais moi je pense que c'est mauvais politiquement pour nous et pour l'avenir de laisser penser qu'il n'y a pas eu un râle, un souffle. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est très important en fait de rappeler que les populations, cette destruction, ils n'ont pas voulu, ils se sont battus contre.
c'est très important parce que sinon, c'est un outil politique d'une certaine manière. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on va finir par croire que la force, c'est tellement puissant que face à elle, eh ben, c'est étonnant, quoi. C'est d'une telle violence, l'esclavage. C'est d'une telle violence. Mais ce qui viendra après aussi, hein, il y a des revues européennes dans cette base. Elles sont juives. Parce qu'il y a une communauté en Europe qui vit la même condition que d'autres communautés. Elle sait qu'elle peut être en péril. Voilà. Parce que son devenir, elle ne va pas pouvoir le tenir. Voilà. Et il y a un certain nombre de revues juives en Europe qui sont intégrées à la base à ce moment-là. Voilà. Mais moi, ce qui m'importait, c'était quand même aussi... Enfin, bon, voilà, on vient de eux, quoi. Ils ont été derrière nous. Et ils ont lutté et façonné le monde dans lequel on est pour qu'on essaye encore de pouvoir être critique et pouvoir porter haut la dignité, quoi. C'est un peu ça qui m'intéressait. J'étais très touchée par le fait que, oui, oui, c'est quelque chose de dur de croire que les 2 tiers de l'humanité ont encaissé le coup et n'ont rien dit. Ben, c'est pas vrai. Mais ce qui n'est pas non plus très honnête de la part de nos institutions, non, je dirais, mais c'est fou qu'on ne se soit pas rué vers leur langue. C'est fou qu'il faille attendre, par exemple, le travail des autres, pour se dire que peut-être c'était par eux qu'il fallait commencer. C'était par eux qu'il fallait commencer. Et pas écraser de notre savoir nos vertueuses conceptions artistiques qui font que eux, finalement, ils font du macramé, donc c'est pas intéressant. Dans la condition dans laquelle ces gens doivent penser leur devenir, évidemment que l'enjeu, c'est pas de produire un objet artistique dont on pourrait jouir au-dessus de sa cheminée. Il y a une urgence qui est différente, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pensée artistique. C'est ça qui est... Parce que penser la vie d'un groupe humain, c'est aussi une forme d'esthétique. Et il y a de l'esthétique pour beaucoup dans la manière dont ces gens, quand ils lancent leur manifeste, rêvent le monde de demain. Et ça, c'est très, très beau, quoi. Et alors, étonnamment, ils rêvent un monde qui est très loin d'un certain nombre de pensées conservatrices. Hein. Alors aujourd'hui, bien sûr, par exemple, le désespoir pour moi, c'est ce qu'on fait du monde arabe aujourd'hui, par exemple. Hein. Alors, bon, je m'appelle Zahia Rahmani, je ne parle pas l'arabe, je parle le berbère, mais quand même, quelque chose me blesse dans la manière dont ce monde arabe est vécu et dit. Et quand on regarde la masse des productions critiques que les intellectuels de langue arabe ont produit, hein, à partir de 1910-1920, même bien avant, mais quand on pense à Dora Sharawi, les féministes arabes, et puis aussi les pensées socialistes, communistes et autres, et anarchistes, tu parlais tout à l'heure du désir libertaire, c'est vrai qu'on se dit, on ne peut pas non plus pour les générations de maintenant et de demain recouvrir cette masse, parce qu'elle a eu lieu, et on en a besoin. On en a besoin. C'est-à-dire qu'il me semble que si on commence à recouvrir toute cette production critique, eh ben, quelle est la société qui peut se structurer à partir de rien? Voilà. C'était important de la sortir du recouvrement avec d'autres, parce qu'il me semble que c'est un enchaînement. On ne peut pas... en fait, voilà, ces groupes humains se sont observés, se sont pensés, ont collaboré, travaillé, fait du commun. Et il me semble qu'on se doit de donner ça aux générations futures et présentes. En tous les cas, si je prends les corpus liés à la langue arabe, oui. Alors, de toute façon, c'est 2 choses par rapport à tout ce que tu viens de dire. Enfin, c'est aussi peut-être redéfinir certains concepts. Enfin, tu parlais d'esthétique en essayant de le redéfinir pour éviter de tomber dans ce gros mot qui serait de réduire l'esthétique au beau ou à la beauté, à quelque chose d'ornemental, mais de revenir à son étymologie, en tout cas à un de ses sens premiers qui était celui de la perception. C'est-à-dire qu'à travers des pratiques visuelles, graphiques, poétiques, on peut resensibiliser, enfin désanesthésier les perceptions et rendre la perception de celui qui pratique la revue, de la réactiver d'une certaine manière. Et puis je voulais juste faire un petit commentaire sur les revues juives. Les revues juives, il y a quelque chose qui me semble, par rapport à tout ton travail et tout ce que tu as dit, qui me semble très paradigmatique.
c'est qu'il y a un corpus, notamment au 19e siècle jusque dans les années 20, très très important de revues juives en Europe orientale, où tout un tas de questions se sont posées, ils se sont posés des questions déjà sur la question de la langue, c'est-à-dire quelle langue utiliser. Utiliser la langue du pays dans lequel on vit, utiliser l'hébreu, mais avec une connotation à ce moment-là pour certains trop religieuse, ou utiliser le yiddish. Et c'est vrai qu'on oublie toute cette pratique revuistique juive à la fin du 19e et début du 20e est très très intéressante. On peut tisser beaucoup de parallèles avec justement ce qui s'est passé hors d'Europe. Oui, c'est intéressant parce que, bon, voilà, c'est vraiment le poil à gratter de l'Europe, cette histoire-là, parce que justement, voilà, c'est pas tout beau tout rose quand même, hein, ce qui se passe, hein, c'est qu'il y a vraiment des populations totalement ghettoisées, quoi, complètement exclues de la société, mais qui arrivent quand même à produire une pensée savante extraordinaire, quoi, et bon, voilà, c'est complexe, hein. Moi, ce qui me touche beaucoup, 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 c'est que ce sont des objets précaires, portés par des êtres humains qui l'ont fait dans des conditions très difficiles, qui n'avaient pas nécessairement de marché, mais ils le faisaient aussi, je pense, pour témoigner. Et on peut y lire aussi, comment dire cela, quand on voit le portrait de ces gens, quand on voit les textes, quand on voit ce qu'ils ont produit, quoi, et quand on sait les conditions dans lesquelles ça s'exerçait, le mépris que ces gens pouvaient vivre ou subir quand ils sortaient de la zone un peu de confort dans laquelle ils pouvaient quand même être, là je me dis quand même, c'est comme expérience intellectuelle, c'est formidable, c'est très puissant. Après, sur la question de l'esthétique, je trouve que dans les manifestes, par exemple, il y a les manifestes sont, pour un certain nombre, un ami me disait récemment, il y a un manifeste de 1828, quoi, on pourrait le reprendre aujourd'hui, il est d'une modernité incroyable. Je veux dire, les manifestes sont porteurs de vision du monde, qui sont des vrais outils politiques. Voilà, ça c'est passionnant. Et dans le même temps, il me semble que nous, on doit transcender les clivages raciaux, culturels. Enfin, on voit bien que le monde qui se dessine aujourd'hui, hein, c'est récemment quelqu'un disait ça par rapport au Liban, quoi. Il y a la région là-bas, quoi. Il y a les bonnes volontés et puis il y a les guerriers, quoi. Et à un moment donné, il faut choisir l'endroit, le camp dans lequel on veut être, quoi. C'est-à-dire que il y a des gens qui, de par le monde, ont toujours besoin peut-être de penser la séparation, le conflit, l'opposition, et on se rend compte, moi je trouve, hein, je le perçois comme ça, mon expérience du travail à partir d'une zone qui est le non-européen, même si je vis en Europe, je sens une sensibilité contemporaine mondiale. Je la sens. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Quand j'étais au Dakar Summit l'année dernière, je me suis rendu compte à partir du Bangladesh et du monde qui était présent. Bon, c'est un événement qui dure un peu plus de 2 semaines où des milliers de gens viennent de Singapour, de Chine, d'Asie, du Japon, d'Australie et d'ailleurs. Et en fait, avec une activité créatrice dans tous les sens, hein, art visuel, musique, son, poésie et autres. Mais je me disais, mais c'est incroyable comment la jeunesse d'aujourd'hui arrive à la fois à maintenir sa propre identité, sa langue, sa culture, mais il y a cette sensibilité contemporaine commune, c'est-à-dire on n'est plus dans des pactes d'agressivité. Ils n'en veulent pas. Ça, c'est magnifique quand même. Il y a quelque chose qu'on perçoit à l'échelle de la planète. Et bon, il y aura toujours une volonté guerrière en arrière-plan par d'autres, mais il y a une sensibilité contemporaine mondiale. Il me semble quand même qu'on peut détester la mondialisation. Et moi, je travaille dans le terme m'a été donné par défaut presque à l'Institut national d'histoire de l'art. C'était une manière de me dire, tu ne travailles pas sur l'Europe, tu travailles sur autre chose. Mais j'ai dit, ben oui, ça me plaît beaucoup. Et je n'avais pas envie nécessairement d'aller dans le sens de quelqu'un qui doit valider l'idée que quand on n'est pas dans l'espace européen, on est sur des objets qui ne sont pas des objets dignes et de valeur. Ben, il s'avère que la mondialisation, c'est d'abord un phénomène économique aussi qui a obligé à des réactions qui elles-mêmes peuvent être vues sous l'angle de la mondialisation. La production de ces revues, c'est sur une durée très précise, ça dure 2 siècles et ça dit quelque chose et de la mondialisation et de la communauté
qui vont de pair. Voilà. Et moi, je déteste évidemment ce qu'on nomme la mondialisation au sens l'économie mondialisée et autres, mais dans les faits, on ne peut pas nier qu'à partir du moment où cette grande aventure maritime qui a commencé au XVIe siècle et qui a consisté à prendre des populations en Afrique pour les planter dans des endroits du monde, arracher leur communauté pour produire canne à sucre et tout ce qu'on veut, et de la mort en quantité, et ben, ça a eu des effets aussi sur les êtres humains. C'est-à-dire qu'on ne peut pas croire à un moment donné que ben, on a dû créer des solidarités à l'échelle planétaire pour s'opposer à ça. Voilà. Donc c'est ça qui était utile. Et puis aussi, oui, je pense qu'il fallait, il faut pas que ces prises de position, ces langues-là, il ne faut pas qu'elles soient éteintes et recouvertes. Voilà. Maintenant, elles peuvent peut-être retourner se reposer, mais c'était bien de les sortir et de rappeler qu'ils ont beaucoup dit leurs conditions, ils se sont beaucoup opposés, mais surtout beaucoup d'hommes et de femmes derrière nous ont essayé de penser à un avenir pour nous. Oui, c'est vrai que c'est frappant dans l'écriture des manifestes. En fait, c'est des germes, c'est un horizon utopique quoi, qui s'ouvre. Et c'est vraiment un mode d'écriture très singulier qui appartient à cet objet, là aussi très singulier, qui est la revue. Je trouve on l'oublie, mais c'est peut-être une banalité de le dire, mais la revue, c'est vraiment un objet relationnel, quoi, qui est au cœur d'un collectif. Et donc, c'est le remettre là dans une relation qui est vraiment très beau. Pour souligner juste ce que vient de dire Zoé, c'est vrai et ce que tu disais toi, Zaya, ce que tu percevais, tu pouvais percevoir aujourd'hui, quand on regarde beaucoup de ces manifestes et beaucoup de ces revues, et c'est assez incroyable quand on connaît justement l'histoire de leur domination, c'est qu'elles cherchent à travailler, à s'approprier une identité et leur histoire en devenir, et en même temps, elles sont incroyablement ouvertes, c'est-à-dire ouvertes sur le monde. Et ça me fait penser à cette phrase de Césaire, quand il parle d'universel. Moi, c'est ce que j'ai ressenti dans l'installation, c'est oui, un universel, mais riche de tous ses singuliers. Et là, il y a une belle promesse. Oui, je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord avec ça. Oui, c'est une très belle promesse contre laquelle il y a eu beaucoup de luttes, quoi. Enfin, beaucoup de gens se sont opposés. Enfin, voilà, on s'y oppose à cette promesse. Mais elle est encore là en face de nous. Hein. Voilà. Voilà. Je vois qu'Hugo a enlevé son casque. Je ne sais pas si c'est le moment de débattre ou de discuter, de mettre fin. Est-ce qu'il faut passer la parole à la salle? Oui, je trouve que ce que tu viens de dire est une formidable ouverture à la discussion, aux échanges. En tout cas, moi, ça me fait penser beaucoup au livre de Chamoiseau que je viens de terminer. Je le dis en passant, et puis prenne la parole qui veut dans l'assistance, parce que c'était une conversation d'une grande richesse. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. Il faut un courageux qui se lance. S'il n'y a pas de courageux, voilà. Moi, j'aimerais dire aussi, pardon, je m'appelle Zaya Ramani, je suis née en Algérie, je suis venue en France en 1967, je suis née en 1962. Mon père avait été mis en prison et je l'ai découvert en 67 à l'ambassade de France. Et j'avais envie de dire cette chose très simple, quoi. C'est que je me rends bien compte que, bon, je m'appellerais Dominique Ramani ou Véronique Ramani, ça passerait peut-être mieux. Mais il y a vraiment la nécessité de changer l'arrière-plan épistémologique de ce pays, quoi. C'est pas possible. C'est incroyable comment il est difficile de produire même une littérature qui soit intégrée comme faisant partie de l'histoire de ce pays quand on a un prénom comme le mien. Et ce pays, il a une difficulté. Et honnêtement, je vais le dire aussi, le travail pour moi, il consiste aussi à participer du changement de cet arrière-plan. Voilà. Pour le bien de nous tous. Sinon, j'aurais préféré juste faire de la poésie chez moi et rester à la maison. Hein. Voilà. Ouais. Sinon, je veux bien poser une question, mais d'abord, merci parce que c'est effectivement passionnant. Et alors, Zaya, quelle verve et quelle fougue et quel savoir. C'est vraiment
impressionnant. Je voulais revenir sur quelque chose que tu disais au tout début, en fait, sur la forme de ces revues. On voit qu'elles remontent même plus loin que la revue des Deux Mondes. Au fond, ce n'est pas la plus vieille, hein, on en a trouvé d'autres, hein. Mais que par rapport à un format connu, on ouvre une couverture et là, on entre dans des mondes. Je crois que tu as évoqué la folie, par exemple, des savoirs, des désirs qui y circulent. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à aujourd'hui? Alors, je ne vais pas parler de déclinisme du papier, n'empêche que les revues sont aussi des concentrés à un moment, des concentrés de désirs politiques, de désirs artistiques, esthétiques aussi. Et pour ça, Zoé en sait quelque chose par rapport à ce qu'était Vacarme dans ce que ça vient agrégés comme groupe qui parfois étaient très nombreux, qui avaient beaucoup de travail pour arriver à produire un objet commun. Mais ça, on parle de cette revue papier que l'on connaît bien, que l'on aime. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui par rapport justement aux autres formes? Est-ce que ça ne produit pas la même chose ou est-ce que ça converge vers de mêmes désirs, de mêmes combats, mais de façon succincte? Alors, en deux mots, moi, je ne suis pas du tout un conservateur du papier, du patrimoine. Enfin, je n'ai pas cette connaissance-là. Seulement, je dois juste dire que peut-être que le lien entre changement de paradigme et informatique vont de pair, si tu veux. C'est que 89, c'est peut-être une date butoir. Bon, on peut comme ça aussi entrer en amont, en aval, mais l'informatique, l'ordinateur, qui garde en mémoire ces objets, le numérique, qui te permet de le balancer d'un espace à l'autre, ça n'a rien à voir avec la manière dont il fallait un espace très, très spécifique pour monter, coller, faire le montage. Voilà. C'est un rapport à la main qui est très différent aujourd'hui. Ça, c'est... Voilà. Après, elles sont beaucoup plus fragiles du fait de leur... Aujourd'hui, il suffit d'avoir des bases de données et de relancer régulièrement la machine de sauvegarde. Là, c'est des objets qui sont précaires, hein. C'est très précaire. Il y a encore du collage et autres. Après, à mon avis aussi, ce qui est incroyable, que l'informatique... tu vois, par exemple, comment des hommes et des femmes travaillent ensemble leur langue. Bon, voilà, leur langue, par une sorte de proximité physique presque aussi. Tu vois, ça, aujourd'hui, l'informatique te permet de vivre les choses différemment, même si... il y a des comités, enfin, je sais qu'il y a des revues qui vraiment travaillent encore l'idée du collectif et du comité, mais ça m'avait beaucoup plu de travailler sur ces corpus en raison, oui, c'est la précarité de ces objets, le fait qu'on les préserve dans des bibliothèques aujourd'hui, le fait qu'on fasse attention à la température, enfin, tout ça met du précieux et rend plus précieux la chose. Voilà. Je ne sais pas comment dire. Leur fragilité fait qu'on est obligé d'avoir des pratiques précieuses envers elles. Et ça me touche. Voilà. Je vois qu'il y a une main qui s'est levée de Christelle Villemez. Ah, je n'ai pas vu. Oui, absolument. Bonjour, merci beaucoup de me donner la parole. Bonjour. Donc, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt ce mouvement que vous servez par tout ce travail extrêmement fourni et coopératif et qui sort les captifs des cachots, d'une certaine manière, en tout cas au niveau de la pensée. Moi, j'ai eu un coup de cœur quand j'ai eu ce livre entre les mains pour la façon dont ça a été mis en page, la façon dont ça a été traduit par une chronologie, la façon dont ça a été présenté en images. Et je me disais que ça pourrait peut-être, si c'était possible, ça serait peut-être intéressant de partager quelques passages du livre, quelques pages, pour qu'on se rende compte vraiment de la façon dont on peut courir d'un continent à l'autre, comme on peut courir à travers le temps, et comment cette matière nous parvient d'une façon, enfin, c'est accessible, ça n'est pas hermétique, c'est concret, on voit, on situe dans le temps, on situe dans l'espace, et du coup, c'est comme si tout cela vient à nous. Donc, voilà, c'était ma demande et ma proposition. Alors, si vous me permettez, je vais répondre, et Cyril pourra ensuite peut-être. En fait, quand le livre est venu après l'installation, moi, je viens des arts visuels. J'aime dire ça. Je pratique la littérature. Je vais peut-être vous embêter avec ça, mais j'étais partie pour faire des études de lettres. La vie a fait que j'ai plutôt été vers les arts visuels, histoire de l'art.
fondamentalement. Mais je dirais, j'ai fait des études par défaut, c'est-à-dire que je savais ce que je ne voulais pas faire. Voilà. Moi, je voulais écrire de la littérature. Et dans le même temps, j'ai bien compris qu'il y avait un problème d'arrière-plan épistémologique dans ce pays. Ce n'est pas possible, ça ne fonctionne pas quand on vient d'Afrique du Nord. Et donc, à la question que vous posez, il y avait cette chose très simple, c'est que le livre, et ça c'est Cyril qui l'a voulu, il m'a dit, j'aimerais faire qu'il y ait quelque chose, un ouvrage qui puisse être bidimensionnel, mais qui puisse rendre compte de cette tridimension qu'était l'exposition en fait. En fait, quand vous voyez c'est une multiprojection, vous êtes en fait dans un espace où vous voyez les visages apparaître, les textes et quelques... Et donc Cyril m'avait dit, je ne sais pas si c'était à Dakar ou après, il m'a dit j'aimerais produire un livre qui puisse être en livre l'équivalent de la projection. Dans les faits, nous, on avait fait un colloque et on a sollicité Cyril pour le colloque. Mais ensuite, il a proposé d'essayer de faire un objet qui ne soit pas un catalogue d'exposition, mais quelque chose qui puisse être l'expérience vécue de la projection. Voilà, je dois dire ça, c'est ce qu'il m'avait dit. Après, c'est vrai que c'est très rare de proposer un livre qui est le premier volume, qui s'appelle Épicentre, et qui est en fait une chronologie, voilà, avec dedans des cahiers. Mais c'est vrai que le volume est une chronologie qui s'intitule donc Afrique, Amérique, Asie, Océanie. Bah, on voit bien que l'Europe est à l'intérieur de tous, mais voilà. Je vous remercie de dire ça parce qu'en plus on le fait aussi avec les moyens qu'on a. Je veux dire, c'est pas non plus, voilà. Je remercie profondément Cyril et le service éditorial de l'ENHA d'avoir accepté. Et puis en plus Cyril, il avait des sortes d'exigences. Il disait, oui, ça serait superbe de faire ça. Puis on disait, mais avec quels moyens on va faire ça? Bon, mais il est comme ça, donc la maison a suivi. Voilà. Mais je vous remercie beaucoup parce que... Et puis on doit quand même à Diane Turcotte, même si ça n'apparaît pas sous cet angle, cette chronologie. C'est-à-dire qu'on a fait appel à quelqu'un qui s'appelle Diane Turcotte qui nous a écrit ces chronologies, ces 4 chronologies. Donc c'est quand même, après, elle les a portées les 4, et après, il a fallu insérer à l'intérieur de ça ce que nous on voulait, les volumes et autres. Mais on a bordé nos intentions, et elle a fait ces 4 chronologies. C'est important de le rappeler. Tu es d'accord, Cyril? Tout à fait. Non, mais de toute façon, il y a une mise en abîme. Enfin, on parlait tout à l'heure de la revue comme une mise en réseau, ou création de réseau. Là, oui, il y a eu plein de jeunes gens formidables qui ont travaillé avec nous. Et là pour la réalisation de ces 2 ouvrages, il y a eu deux équipes éditoriales et notamment le gros travail de Delphine et puis à la fin aussi le coup d'accélérateur par la nouvelle responsable éditoriale des éditions de l'INHA, Katia, bienvenue. Et c'est vrai que c'est assez monstrueux en fait. C'est assez monstrueux et c'est assez magnifique. Je voudrais juste revenir sur une petite chose par rapport à l'actualité, au niveau des revues. Aujourd'hui, par rapport au papier ou aujourd'hui à l'ère du numérique, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec la matière numérique, la matière digitale, mais je crois qu'on n'a pas encore épuisé la matière papier. Et je crois aussi, mais ça peut-être que toi ou Zoé ou d'autres personnes pourront peut-être me contredire, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la révolution numérique, elle n'a pas encore changé vraiment le paradigme de production du savoir. C'est-à-dire qu'elle a, évidemment, elle permet une accélération une accélération de la circulation, mais je crois qu'on ne produit pas encore, ou en tout cas, il n'y a pas encore de production de sens qui naîtrait d'une pratique numérique. Si je fais une comparaison avec le livre, quand on regarde, souvent on parle de la révolution de Gutenberg et de l'impression avec le caractère mobile. Ça a accéléré la diffusion, mais ça n'a pas forcément modifié le paradigme du savoir. C'est plutôt quand on passe du volumène au codex, c'est-à-dire quand on a un rouleau et qu'on écrit sur un rouleau de 10 mètres,
on lit pas et on ne lit pas et on n'écrit pas de la même manière, puisque le codex, lui, donc le livre relié, permet une autre circulation du texte avec des retours en arrière beaucoup plus rapides que dans le volumen. Et j'ai l'impression que le numérique aujourd'hui, notamment peut-être dans la pratique revistique, n'a pas encore, en tout cas, on utilise aujourd'hui, je crois, encore le numérique comme le papier, en fait. Donc, on a une accélération, une plus grande accessibilité, mais en tout cas, il n'y a pas de modification de la production du savoir. Moi, j'aimerais, pardon, hein, là, je vais prendre la parole parce que je vais me faire un petit peu politique, mais en fait, c'est un peu comme dans ce fameux film de Truffaut où finalement les gens finissent par apprendre des livres par cœur. Il s'avère que le numérique, il a un problème, c'est-à-dire que tout est sous surveillance avec le numérique, tout est possiblement surveillé. Donc, ce qui peut d'une certaine manière sauver le papier encore aujourd'hui, c'est bien parce que justement, au moins, le papier, sous la forme qu'il veut, il peut échapper à un certain domaine de surveillance. Le numérique, de toute façon, malheureusement, il faut le dire, ne pourra jamais rivaliser avec le papier comme lieu de la résistance et du secret. Voilà, ça c'est la vérité. Et demain, il se peut qu'on soit amené à nouveau à fabriquer des sortes d'objets clandestins qui justement échappent au numérique. Parce que le numérique aujourd'hui est totalement sous surveillance. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, Zaya, mais je voudrais me faire un peu l'avocat quand même du numérique. Oui, non, il faut, je sais. Parce que, enfin, en tout cas, c'est une question qui, à Vacarme, s'est beaucoup posée, c'est-à-dire quelle articulation on trouve entre papier numérique. Ça a été un serpent de mer. Bon, c'était une revue qui avait été pensée papier, donc c'était très compliqué en fait de la faire évoluer vers d'autres formats. Et à bien des égards, peut-être que la version numérique était un miroir de ce qui pouvait s'élaborer du côté du papier. Mais je crois quand même qu'il y a des choses qui se font aujourd'hui du côté de certaines revues qui sont des vraies propositions en fait et d'un investissement natif de l'écriture numérique qui vont, je pense, ouvrir à des choses inattendues parce que c'est récent quand même tout ça. Non, mais bien sûr, ce que vous faites en attendant Nado. Parce que voilà, ce que je voulais dire, ce que fait pardon. Stephen Samoyo. Non, mais je ne condamne pas le numérique du tout. Hein. Au contraire, je trouve que ça répond d'une économie. Non, je dis juste. Surtout si tu fais de la pub à des bons journaux. Hein. Ah, pardon. Mais c'est très bien. Mais effectivement, peut-être qu'après, il y a des choses à penser, c'est-à-dire que il y a une sociolinguiste géniale qui s'appelle Anne-Marie Pavot qui travaille beaucoup sur ces questions d'écriture numérique et qui montre qu'en fait, voilà, aujourd'hui, tout est numérisé, en fait, on pense comme ça, et que finalement, dans les modes d'écriture papier matériel, ça va arriver et qu'on ne peut pas s'en sortir, en fait. Et donc, peut-être qu'il y a des formats intéressants à trouver qui jouent sur ces deux médiums, quoi. Sans doute. Moi, franchement, je n'ai pas de compétences vraiment. Hein. Je suis juste, parce que je sors de ces années de travail sur ces corpus, je suis juste très émue, fondamentalement, de ce que l'humanité a été capable de... Vraiment, quoi. C'est quand même fou, quoi. C'est incroyable, partout dans le monde, quoi. Il y a eu une prise de parole, une pensée du devenir, dans des conditions folles, parfois, et puis, vous vous rendez compte des groupes humains ostracisés qui considèrent qu'ils ont le droit à la parole. Il faut une force politique incroyable pour le faire. Ça m'a beaucoup ému, en fait, de partager quotidiennement parfois. Voilà, et puis, ça dit aussi notre folie, quoi. Notre folie, ce qu'on a été capable de faire sur 4 siècles, quoi. Je ne dis pas en amont, j'en sais rien, mais à partir de là, quoi, la folie. Et tu te dis, si on sort indemne de ça, c'est incroyable. Franchement, la plainte des Africains-Américains à partir de ces textes des années 1820, 1830, c'est dur. C'est dur à lire, quoi. Voilà, c'est dur, ces peuples amérindiens qui exigent le droit à leur culture. Voilà, et c'est pas vieux. Hein. Franchement, le 19e siècle, c'est vraiment le siècle de la catastrophe, quoi.
Et en même temps, c'est à ce moment-là, étonnamment, que les voix deviennent encore plus fortes. C'est un effet incroyable. Voilà. Juste pour terminer sur la question de l'émotion, les mots là que tu viens d'utiliser me rappellent, tu sais, cette jeune Gabonaise qu'on avait, quand on était derrière et qu'on a parlé un petit peu, on a fait connaissance. Et il y a cette jeune Gabonaise photographe qui sort de l'installation et qui est toute tremblante et qui vient vers nous et qui nous demande mais qui a fait ça? Qu'est-ce que c'est? C'est incroyable. Alors, il faut donner le contexte. C'était une belle promesse. Il faut donner le contexte aussi. Le contexte est très beau. Il existe à Dakar cette manifestation qui s'appelle la Biennale de Dakar, qui a lieu tous les 2 ans et qui est ouverte à tout le continent africain. Ils invitent un pays, mais c'est une manifestation qui a lieu tous les 2 ans, qui a été instruite à partir des années 60 et qui est magnifique. Et donc, ce qui est beau, pendant vraiment 2-3 semaines, cette ville se transforme avec des jeunes gens qui viennent de tout le continent. Et donc, il y avait là, je me souviens, oui, Cyril, des jeunes étudiants qui avaient fait le trajet pour venir passer quelques jours dans cette ville. Et il y a des manifestations partout pendant quelques jours. Et c'est vrai qu'elle était bouleversée par ce qu'il y avait devant elle, mais au sens sublime du terme, c'est-à-dire que ça l'enchantait, ça la portait. Mais oui, l'idée aussi, c'est qu'il faut faire un outil politique, c'est aussi quelque chose qui consiste à donner l'envie. Voilà. Et le montage, il est aussi fait pour faire qu'il te porte, que tu suives ces gens. Voilà, c'est pas pour dire regardez ces pauvres gens, ce qu'ils ont produit et comment ils ont été condamnés. Au contraire, c'est de dire je participe de cette humanité-là, je participe de ce groupe humain-là. Oui, l'idée c'était de faire un objet qui voilà, moi j'en ai un peu ras-le-bol d'entendre à longueur de journée les musulmans, les musulmans, les musulmans. Il me semblait que j'avais grandi dans un autre paradigme. Et d'un seul coup, on veut m'imposer autre chose. Eh bien, il y a quelque chose d'autre. Oui, ça s'appelle ou le marxisme, ou ça s'appelle... Mais il y a quelque chose d'autre qui est là, puissant, très fort, massif, et à qui il faut redonner un peu de visibilité pour donner de l'espoir aux jeunes, quoi. Ou alors on a envie de partir et de continuer. Je crois, Zaya, que c'est bien de terminer sur l'espoir, sur cette ouverture-là. On va arrêter l'enregistrement sur ça, je crois. Après, on peut continuer à parler quelques instants sans problème. Mais je crois que c'était formidable d'entendre vos échanges. Je vous remercie. Ça ouvrait plein de choses. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous tous. Merci Zoé, merci Cyril, merci à vous tous. Merci. Voilà. Bonsoir.